Dark City, Neverwhere ou encore les Backrooms, si c'est des univers qui vous parlent, eh bien aujourd'hui on va parler de Don't Rest Your Head, donc ça tombe bien, ça risque de vous plaire. On parlera également de Don't Lose Your Mind dans un deuxième temps, qui est un supplément. Il s'agit donc d'un petit jeu de rôle de moins de 100 pages, indépendant, publié par Evil Hat et traduit par les écuries d'Augias. Il date de 2003 ou 2004 je crois. Visuellement ça se sent un petit peu. Et commençons tout de suite par ce qui est pour moi le gros point fort de ce jeu de rôle, c'est sa proposition. Les protagonistes incarneront donc des insomniaques, et à force de ne plus dormir, eh bien, ils ont commencé à détecter des petites choses, des étrangetés, des anomalies en fait dans leur quotidien, un couloir trop long, une porte en plus, une fenêtre qui donne sur une ville différente avec plus d'immeubles enfouis, embriqués les uns dans les autres, des horloges sonnant jusqu'aux 13 coups et des étoiles peu familières scintillant dans un ciel anormalement clair. Voilà, donc le jeu a une proposition de fantastique urbain, horrifique plutôt, on va facilement être sur des problématiques de santé mentale et d'horreur assez dures. Donc si c'est pas votre truc, eh bien écoutez, passez votre chemin. Visuellement, on sent quand même que ça date pas d'hier. Personnellement, je trouve ça assez laid, mais bon, après ça, c'est les goûts et les couleurs. Au moins, il y a un parti pris. On a une petite proposition de comment se déroule un petit peu une partie, qui nous permet également de sentir un peu le feeling que le jeu va essayer de transmettre. Et puis nous arrivons tout de suite dans ce qui est pour moi également le deuxième gros point fort de ce jeu de rôle, c'est-à-dire la création de personnages, qui est très très simple, puisque je vais immédiatement vous montrer la fiche de personnage. Elle est hyper simpliste. On voit ce monsieur Fred X ici, voilà. Bonjour. La feuille est très simple, on traquera essentiellement la folie ainsi que l'épuisement de notre protagoniste, nous allons y venir. La création de personnages se fait donc à base de ces quelques questions. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Qui sera donc évidemment une question centrale qui va toucher au passé de votre personnage ainsi qu'à sa problématique propre, personnelle et intrinsèque pourrait-on même dire. Que vient-il juste de vous arriver ? Je trouve que c'est une des grandes idées de jeu de rôle, c'est-à-dire que le joueur va pouvoir choisir quelle est sa première scène. On commencera donc justement avec des scènes un petit peu comme dans une série où on va prendre le temps d'introduire chaque personnage séparément. Ça amène donc dès le départ à la possibilité de faire une sorte de narration partagée, puisque même lors de la création de personnage, c'est le joueur lui-même qui pourra choisir quelle sera un petit peu sa première scène. Nous avons fait un actual play sur ce jeu, donc par exemple nous ce qui avait été choisi, l'un des personnages voulait jouer un peintre qui avait des problèmes notamment de schizophrénie, et donc sa première scène se déroulait chez son psy, chez lequel on avait déjà des petites choses horrifiques, étranges qui commençaient à arriver pour transmettre un petit peu gentiment ce départ dans un monde différent et terrifiant. Que perçoit-on de vous au premier regard ? Donc on va être également sur évidemment le visuel, qu'avez-vous à cacher et puis quelle est votre voix, donc les grands axes de développement de personnages ainsi qu'un petit peu des munitions pour que le maître de jeu ait toujours des choses à utiliser pour relancer l'histoire. Vous allez pouvoir le constater, mais le jeu de rôle va être très character driven, on va vraiment parler beaucoup des personnages et de leurs problématiques qui elles-mêmes seront les moteurs pour faire avancer l'histoire. En termes de système de jeu, il s'agit donc d'un jeu avec des poules de D6. Le maître du jeu va fixer une difficulté en fonction de l'action que veut faire le personnage. Les réussites sont les 1, 2 et 3, et le joueur doit faire le même nombre de réussites que le maître de jeu, ou plus. Imaginons qu'il s'agit d'une action simple, par exemple poursuivi par la police, le joueur veut descendre par l'escalier d'incendie qui longe la façade de son immeuble, le maître de jeu pourrait par exemple fixer la difficulté à 2d6. À partir de là, le joueur va donc choisir s'il souhaite lancer uniquement ses 3 dés de discipline qu'il a donc toujours en main et qu'il jette systématiquement. Il peut y ajouter un dé d'épuisement, donc à chaque fois qu'on lui demande de faire un test de dés, il peut ajouter un dé d'épuisement en plus qui restera dans sa main. Et puis à chaque fois qu'on lui demande de faire un jet, il peut également ajouter entre 0 et 6 dés de folie qui eux ne sont pas permanents, ils ne resteront donc pas dans sa main à terme. La particularité, c'est que certes, les réussites doivent être plus élevées chez le joueur afin qu'il triomphe dans son action, mais en plus de ça, il y a une mécanique que personnellement j'aime énormément, qui est que le pool de dés le plus haut va teinter
la scène. Ça amène donc de très bonnes idées narratives. Lorsque c'est donc la discipline, donc les 3D de base du joueur qui est le pool le plus haut, par exemple il y a 2-6 dans ce pool-là, eh bien il va pouvoir diminuer la quantité d'épuisement, donc le nombre de dés d'épuisement qu'il a dans sa main, ainsi que la folie qu'il a accumulée jusqu'alors. Lorsque l'épuisement domine, donc est le pool de dés le plus haut, eh bien le joueur va prendre un dé d'épuisement supplémentaire, et bien entendu ça permet également de faire de la narration intéressante en expliquant eh bien, l'effort que cela a demandé au joueur. Et puis lorsque c'est la folie qui domine, eh bien, le joueur aura immédiatement une réaction de fight or flight, sachant qu'il a l'opportunité d'en avoir 3 au maximum. Ça a été traduit bastonnade ou débandade en français, pas sûr que ça soit la traduction la plus heureuse, mais donc il fixera lors de la création de son personnage combien sur ces 3 réactions potentielles seront de la bastonnade et combien seront de la débandade. Donc par exemple il pourrait dire mon personnage c'est plutôt un bagarreur, et bien toutes ces réactions ce seront des réactions de fight. Donc lorsque la folie domine, eh bien il aura systématiquement une réaction de violence et il n'aura donc aucune réaction de flight. Ça lui laisse peu de marge de manœuvre durant la partie. Nous allons y venir tout à l'heure parce que, comme je le disais, la mécanique de dés est très intriquée dans la mécanique de pouvoir que les joueurs vont pouvoir utiliser, donc de leur talent. Mais sachez d'ores et déjà que si vous atteignez plus de 6 dés d'épuisement en main, eh bien vous allez sombrer, donc vous endormir, ce qui est évidemment une catastrophe cataclysmique dans un monde tel que celui de Mad City, qui est donc l'espèce de monde un petit peu parallèle dans lequel les joueurs vont se retrouver. Et puis, lorsque toutes les réactions de folie ont été cochées, donc les 3, eh bien là aussi, il y aura un moment de perte de contrôle de la part du protagoniste, et l'un de ces dés de discipline sera remplacé de façon plus ou moins permanente par un dé de folie, donc de plus en plus de chances que la folie domine petit à petit. Et là vous commencez à voir la mécanique que personnellement je trouve intéressante, c'est que eh bien, plus vous avez d'épuisement, eh bien, plus vous lancez de dés, donc plus vous avez de chances de réussir vos actions, mais en même temps bien entendu plus vous avez d'épuisement, eh bien, plus vous avez de chances de vous fatiguer. Donc en fait ce sont des mécaniques un petit peu à double tranchant. Lorsque ce sont les dés du MJ, donc les dés de tourment qui sont le pool le plus haut, eh bien là, même si l'action a réussi, eh bien il y aura une conséquence narrative négative. Donc par exemple, je crois que l'exemple que donne le livre ici, c'est que le personnage essayait de sauver une personne en détresse enlevée par un cauchemar, puisqu'il y a des cauchemars dans ce monde, nous viendrons un petit peu après sur le lore. Eh bien il lui tire dessus avec une arme. Certes, le cauchemar lâche l'infortuné enfant, mais par contre, eh bien, du sang acide va être projeté sur cette pauvre victime, et il faudra donc immédiatement lui trouver des soins, sous peine par exemple de le voir se transformer en cauchemar lui-même. Donc évidemment, comme je le disais, on est bien sur de la narration émergente. Et la deuxième conséquence, lorsque c'est le tourment qui est le plus haut, eh bien, c'est que le maître de jeu va gagner un jeton de désespoir, n'est-ce pas, puisque tous les termes sont absolument terribles, on a l'impression de lire Baudelaire. Eh bien, ce jeton lui permettra à n'importe quel moment d'ajouter ou d'enlever un 6 dans un pool de dés. Par exemple, lors d'un jet de dés où le joueur avait mis quelques dés de folie pour avoir plus de chances de réussir, eh bien le MJ peut utiliser un jeton pour ajouter un 6 dans ce pool de dés, ce qui fait que potentiellement c'est la folie qui va dominer et que donc il y aura une réaction de fight or flight. Là aussi, c'est une mécanique qui permet au maître de jeu eh bien, de doser un petit peu la narration à un moment où les enjeux sont élevés, eh bien, d'avoir une petite ressource mécanique qui va venir jouer sur la narration. Personnellement, je trouvais ça très chouette. L'avantage étant que ces jetons, une fois utilisés par le maître de jeu, iront dans la main des joueurs qui pourront les utiliser pour diminuer leur quantité d'épuisement, de folie, ou bien également pour s'ajouter une réussite lors d'un jet. Les jets de dés sont tous importants dans ce jeu, qui nous encourage donc à ne pas faire des jets juste pour voir. On viendra petit à petit sur les conseils un petit peu pour masteriser, mais sachez déjà que si vous avez l'habitude de faire un petit jet de perception à vos joueurs quand vous savez pas trop ce qui pourrait se passer dans une scène, eh bien ici c'est pas une mécanique que je recommande, puisque en cas d'échec, eh bien le maître de jeu non seulement va narrer les conséquences négatives de ce qu'il se produit, mais en plus va faire augmenter l'épuisement du personnage, donc lui ajouter un dé d'épuisement en main, avec le risque, s'il est déjà élevé, qu'il se rapproche encore plus d'un seuil de dangerosité catastrophique, ou bien lui faire immédiatement avoir une réaction de folie, donc fight or flight.
Vous le voyez donc, il y a un risque que vos joueurs vous prennent pour un fiefé sadique parce que vous avez quantité d'outils en main pour orienter un petit peu la narration dans le sens que vous le souhaitez. Nous arrivons au talent qui est donc une autre mécanique que personnellement j'apprécie dans ce jeu et qui sera finalement la seule spécificité des personnages, puisque vous avez pu le constater, tout le monde jette des D6, il choisit combien de dés il prend dans les différents pools, mais de manière générale, eh bien, on n'aura pas, revenons un petit peu à la feuille de personnage, il n'y a pas de statistiques ou de caractéristiques, les seules choses particulières qu'il y a sont les talents d'épuisement et les talents de folie. Bien entendu, comme c'est le maître de jeu qui fixe la difficulté, il pourra tenir compte de la description que vous avez faite de votre personnage. Peut-être si c'est quelqu'un qui est faible physiquement, eh bien, en cas de jet pour porter un objet lourd, eh bien, peut-être qu'il mettra une difficulté un peu plus haute que pour vos compagnons qui peut-être ont d'autres caractéristiques physiques. Mais voilà, on reste sur un système assez minimaliste de ce côté-là. En termes de talent d'épuisement, concrètement, ce sera donc un talent similaire à celui que vous pouvez faire en tant qu'humain, mais simplement que vous arrivez à faire de façon presque surnaturelle. Donc ici, le bouquin cite athlète, convaincant, bon oeil, as de la gâchette, intimidation. Voilà, donc rien de très difficile à comprendre. Et puis ici, il y a justement cette mécanique de délit à l'épuisement, c'est-à-dire que lorsque vous faites un jet où vous pouvez utiliser votre talent spécifique, eh bien la quantité de dés que vous avez déjà en main, la quantité de dés d'épuisement, eh bien va venir influencer positivement votre résultat. Donc c'est toujours pas si mal d'avoir quelques dés d'épuisement sous le coude pour l'occasion où vous seriez amené à utiliser votre talent d'épuisement. Le talent de folie, de son côté, c'est un talent complètement surnaturel et surréaliste que vous pourrez donc actionner. Par exemple, dans l'actual play que nous avons fait, eh bien, Astalias a choisi de jouer un peintre, je le disais tout à l'heure, schizophrène. Eh bien, du coup, il a la possibilité, en peignant des choses ou en les représentant graphiquement, de les faire apparaître. Donc, par exemple, une porte qui pourrait dessiner sur un mur. Donc voilà, on est vraiment sur des dons complètement surnaturels. Mais là aussi, le système de dés va bien fonctionner avec les talents de folie, puisque évidemment, ça peut être difficile de les équilibrer, je le disais, entre une personne qui peut peut-être se téléporter, une autre qui peut devenir transformer sa peau littéralement en pierre. Ben voilà, comment est-ce que vous jaugez tout ça ? Eh bien, il y a une deuxième mécanique, en plus de la difficulté que vous allez choisir, c'est qu'en fonction du talent, eh bien, le joueur sera obligé d'engager entre un certain nombre de dés de folie. Donc, à vous de juger si vous trouvez que eh bien, le talent que souhaite utiliser le joueur est un petit peu plus broken que celui des autres et un petit peu plus surpuissant que celui peut-être des autres. Eh bien, vous pouvez dire, de base, tu es obligé d'utiliser au moins 3 dés de folie lorsque tu veux déclencher ce talent-là. Même chose si à un moment donné de la partie, un joueur, peut-être pour un climax, souhaite vraiment complètement surpasser son talent mais tout en restant dans la même thématique, rien ne vous empêche de lui dire eh bien écoute, tu peux le faire, ça sera une seule fois, manifestement tu ne seras peut-être pas capable de le refaire, mais ça nécessitera eh bien, que tu utilises tes 6 dés de folie, tu es obligé de tous les jouer. Bien entendu, l'intérêt de tout ça, c'est que plus il y a de dés de folie sur la table, plus le risque que la folie domine est élevé, etc. Là encore, ces fameux dons surnaturels, eh bien, ils vont avoir un impact non négligeable puisque ça va nécessiter de la part du maître de jeu qu'il improvise passablement, puisque les joueurs peuvent sortir de leur manche à tout moment des talents qui auront un impact important sur la narration potentiellement. Ici, un résumé des règles. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est finalement relativement simple. Je trouve ça plutôt bien foutu, ça vous permet de mettre ça à disposition de vos joueurs sur la table, et puis honnêtement, l'absorption des règles se fait assez facilement. Là aussi, je trouve que le fait qu'il y ait une scène d'introduction qui a été choisie par le joueur vous permettra assez facilement de leur faire directement un jet avec une difficulté relativement basse, et ainsi de leur faire comprendre tout de suite les mécaniques de dés. On en arrive maintenant à la narration. Effectivement, déterminer l'autorité narrative, c'est un jeu, comme je le disais, qui se prête bien à faire de la narration partagée ou semi-partagée, notamment parce que justement, vous allez être dans un monde surnaturel, une ville étrange qui est Mad City, on viendra au lore, comme je le disais tout à l'heure, mais donc vous allez facilement pouvoir avoir des petits ajouts des joueurs ainsi que de vous-même en tant que maître de jeu, mais également grâce au pool de dés, eh bien, par exemple, vous pouvez tout à fait vous dire que lorsque c'est la discipline qui domine, donc quand le joueur est vraiment dans sa zone de confort et qu'il a réussi une action, eh bien, il a la main pour narrer la scène et ce qu'il se déroule. Utiliser les questionnaires, je le disais, c'est une des très grosses forces pour moi de ce jeu de rôle. Donc la création de personnages qui est simple à prendre en main
extrêmement efficace. Je trouve que le jeu nous amène vraiment aisément à créer des personnages qui auront de l'intérêt et qui vont nourrir l'intrigue de par les questions qui sont proposées. Ne lancez les dés que dans l'intérêt du récit. Effectivement, je le disais tantôt, évitez de faire des jets juste pour faire des jets quand vous ne savez plus forcément trop quoi faire, parce que les conséquences peuvent être graves et donc vous allez vous empêtrer dans les potentiels échecs de vos joueurs. Respectez la lumière des projecteurs, je le disais, on commence avec des scènes séparées par protagoniste. On est très... les histoires vont tourner beaucoup autour des personnages, de leurs problématiques, donc il faut effectivement essayer de garder en tête que chacun doit avoir un temps de parole, qu'il faut potentiellement passer d'un personnage à l'autre, et puis ce qui risque effectivement d'être le cas, c'est qu'à cause de ces scènes qui ont été inventées par les joueurs, eh bien ils vont chacun commencer à un endroit différent, donc il va falloir les réunir, et donc je vous conseille de vraiment avoir ça en tête dès le départ, en vous servant des scènes qui vous ont donné, comment est-ce que vous allez réussir à tous les mettre au même endroit pour que potentiellement le scénario se déroule, le risque étant sinon que chacun fasse un petit peu son aventure dans son coin et que les autres soient condamnés à attendre pendant ce temps que ce soit leur tour. Les 5 questions en jeu, ce sera donc des conseils sur la mise en place des scènes d'ouverture et la création des protagonistes. Nous arrivons ici à Mad City, donc on va entrer dans le lore que le jeu nous propose. Si vous êtes joueur, écoutez, je vous conseille d'utiliser les timecodes pour peut-être aller un petit peu plus loin afin d'être sûr de ne pas vous spoiler. Et on en arrive à malheureusement ce qui m'a un petit peu chagriné quand j'ai fait l'acquisition de ce livre. Comme je le disais, c'est un jeu de rôle qui est sorti en français en 2014, donc l'horreur liminale, le fantastique urbain, maintenant c'est un petit peu plus sur le devant de la scène, il y a plus de jeux de rôle aussi, on en trouve aisément maintenant qui vont aller chercher dans ces dynamiques, dans ces thématiques. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas autant, ce qui fait que je m'étais hypé comme Jaja pour ce jeu de rôle. Et je dois bien admettre qu'il y a eu de la déception au rendez-vous, notamment en ce qui concerne le lore. Le principe est donc que Mad City est une sorte de ville déglinguée et étrange qui se superpose d'une certaine façon à la ville somnolente, qui serait donc le monde réel dans lequel les protagonistes évoluent. Et on est donc sur une ville étrange, je le disais, surréaliste, avec des personnages qui ont été un petit peu happés à toutes les époques, ce qui fait que c'est très bigarré. Et donc on est sur une dynamique où les joueurs en tant qu'éveillés vont découvrir, comme je le disais, potentiellement une porte ou glisser dans Mad City. Les endormis qui les verront faire, bien entendu, n'en garderont aucun souvenir. La ville somnolente qui est donc, comme je le disais, le monde tel que nous le connaissons. On va avoir bien entendu une sorte de dichotomie entre cette ville folle de Mad City qui est complètement étrange, mais en même temps le fait que petit à petit, avec un certain recul, ils peuvent commencer à trouver leur monde lui-même bien étrange. Les personnages devenus éveillés commenceront à ressentir comme un vide, un étrange sentiment de déconnexion de la ville somnolente. Ce sera de plus en plus difficile de parler à de vieux amis, les passants jetteront des regards suspicieux sur les personnages, les chiens aboieront sans relâche en leur présence et leurs plats favoris auront un arrière-goût de sable. Donc comme je le disais, personnellement la proposition je la trouve super, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement intéressante. Dans Mad City, il y a des cauchemars, donc des sortes de monstres qui peuvent prendre toutes les formes. Là, évidemment, vous êtes encouragé à créer les vôtres sur la base de ce que les joueurs auront donné comme dynamique, comme thématique pour leur personnage. Personnellement, d'ailleurs, j'ai demandé aux joueurs également qu'ils parlent des peurs de leur personnage. C'est pas forcément dit tel quel dans la création de personnages, et évidemment, ça aura un impact important pour la création de potentiels cauchemars. La population locale de Mad City, outre les cauchemars, sont donc des sortes de PNJ, littéralement, donc des endormis qui ne feront pas grand-chose d'autre que tenir leur rôle. Ça fait partie du lore de cet univers, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Par exemple, un vigneron ne fera que distiller du vin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un policier est toujours de service, sauf s'il est établi qu'il a un temps hors service. Donc voilà, en fait on va vraiment être sur des personnages qui vont être dans des sortes de boucles, ce qui amène, je trouve, quelque chose d'assez intéressant. La 13e heure, c'est donc un moment assez particulier durant lequel le passage entre la ville somnolente et Mad City n'est plus possible et donc où les choses vont devenir particulièrement dangereuses pour nos protagonistes. Le bazar du bizarre, là aussi, je trouve plutôt une bonne idée, une sorte de bazar étrange où on peut acheter des choses mais en payant par exemple avec des souvenirs, le souvenir d'un être cher et ce genre de choses. Donc là aussi, je trouve plutôt une bonne idée. Et puis ensuite, on nous parle un petit peu de la géographie de ces lieux et des
et protagonistes et potentiels cauchemars. Et là, chers amis, laissez-moi vous dire qu'on arrive dans ce qui est le problème de ce qu'on nous propose dans cet univers, en tout cas pour moi. C'est dommage. Commençons très simplement par l'épingleur. Donc voilà, la petite description est la suivante. Il venait vers moi en faisant grincer ses doigts en tête d'épingle le long des murs d'ardoise. Il faut que je me sauve. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il m'avait dépossédé de tout battement de cœur. Cette fois-ci, il en voulait à mon nom. Pourquoi l'épingleur qui se promène dans un costume 3 pièces parfait ? En fait, en anglais, il s'appelle le Taxman, et donc ce sera une sorte de cauchemar qui va venir prendre son dû auprès des joueurs, un dû souvent métaphorique. Là aussi, l'idée est pas mal, sauf que sa tête est littéralement une sorte de tête d'épingle, ou plutôt de punaise, parce que Tax, T-A-X, bien entendu, va faire de lui une sorte de fiscaliste cauchemardesque qui vient harceler les joueurs, mais Tax, ça signifie aussi punaise en anglais, ce qui fait que sa tête est une punaise, et donc ces petits sbires en tout genre qui vont eh bien l'accompagner, les têtes d'épingle, les nez pointus. On arrive là, dont je le disais, ce qui est un problème pour moi, c'est que le lore est une sorte de cartoon cauchemardesque, et personnellement, c'est un petit peu trop par rapport à ce que j'aime comme univers. Ça va assez loin. L'officier Toc, qui est une sorte d'officier de police avec une tête qui ressemble à une horloge et qui fait tic-tac. Donc le Taxman, non seulement personnellement, c'est pas trop mon genre, mais en plus, comme ça a été traduit, les joueurs ne vont absolument rien comprendre à ces jeux de mots qui, bon, qu'on peut déjà trouver, chacun jugera de la qualité, mais en français, ça n'a plus aucun sens. Et donc, personnellement, j'ai complètement changé l'ensemble de ce lore. Je n'ai absolument rien gardé de tout ça. J'en ai fait une sorte de backroom étrange et horrifique, parce que je ne voyais pas quoi faire de ces propositions. On a le collège avec des sortes de dames étranges qui vont faire des petites filles des cauchemars et des petits garçons les manger, je ne sais plus. Voilà, ça va assez loin. Les pantins de papier, voilà, par exemple. Donc en anglais, ce sont des paperboys, qui est le nom utilisé pour les adolescents ou les enfants livreurs de journaux. Donc ici, traduit en français, les pantins de papier, ça n'a plus aucun sens. La proposition étant que ces petits personnages qui sont donc là littéralement des origamis qui marchent, eh bien, vont répandre des nouvelles sur ce qui se passe dans la ville de Matiti. Je vais pas aller trop loin dans ce que nous propose le lore. On a un fort aérien, donc des avions écrasés sur des toits. Le roi de cire, donc sous la ville, il y a une sorte de reville un petit peu médiévale avec un homme de cire qui règne un peu sur les tréfonds. Voilà, c'est un lore. Feuilletez-le, de toute façon, il n'y a pas tant d'informations que ça. Et puis peut-être laisser reposer. Il y aura peut-être quelques idées qui vous viendront en partant de là. Personnellement, je le disais, moi je m'attendais surtout à trouver du lore, des idées pour masteriser des idées pour masteriser des scénarios. De ce côté-là, il faudra vous débrouiller. Poursuivons pour les conseils aux maîtres de jeu, comment animer une partie. Les personnages sont au centre, je le disais, c'est évident, c'est un jeu qui est lié aux protagonistes, à leurs problématiques. Il y a peu de caractéristiques, les jets de dés vont finalement être rares mais importants, donc vraiment concentrez-vous lors de la création de personnages sur ce que vous disent les joueurs, aidez-les en leur donnant peut-être des pistes pour leur faire comprendre à quel point c'est important. Personnellement, je me suis tout de même pas simplement référé aux exemples que nous donne le jeu, parce que je trouve qu'il permet assez bien de cadrer des idées pour les personnages, qu'ils se rendent compte de l'importance que cela va avoir, et puis encouragez-les peut-être justement à créer une première scène, ou en tout cas à donner une amorce de première scène, créer avec le joueur, il ne faut pas que ce soit uniquement lui, mais pour la scène de présentation du personnage, parce que je trouve que ça permet tout de suite, effectivement, comme je le disais tantôt, mais d'introduire la potentialité d'une narration légèrement partagée, si c'est votre truc. Créer les liens, c'est vraiment très important, je le disais tout à l'heure, mais vos 3 ou 4 personnages selon le nombre de joueurs. Alors, très honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui fonctionnerait aussi très bien avec un seul joueur, justement parce qu'il est character driven, donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément la nécessité qu'il y ait tant de personnages que ça. Un joueur, 2 joueurs, nous on l'a fait à 3 joueurs, ça a très très bien tourné, mais je pense que plus, ça serait trop, dans le sens où vous allez avoir passablement de moments que vous allez passer avec un personnage, ça va être de la tension, ça va être des moments où il y a des jets de dés qui ont des conséquences, mais donc peut-être, en tout cas pour notre table, si vous commencez à avoir 4 ou 5 joueurs, ils vont à mon avis beaucoup attendre. Créer des liens, je le disais, c'est vraiment très très important, notamment parce que
Les personnages vont commencer séparés au début du récit, donc je trouve qu'il faut vraiment qu'ils aient quelque chose qui va les lier entre eux. Moi je conseille de faire qu'ils se connaissent déjà depuis le départ, ça permet d'éviter un peu ces sempiternelles scènes d'introduction. Une proposition également ici, c'est que chacun ait marqué par exemple la vie d'un autre. Ce que vous pouvez faire, une technique qui fonctionne très très bien, qui est utilisée par exemple dans Kids on Bikes, c'est d'avoir chacun un rapport positif avec un joueur et négatif avec un autre. Donc par exemple vous allez admirer le joueur qui se trouve à votre droite, à vous de déterminer pourquoi, et puis avoir été choqué par le comportement du joueur de votre gauche, à vous de choisir lequel. Donc là voilà, vous pouvez trouver plein de tables sur internet pour ce type de création de personnages. Personnellement je me référerais beaucoup à ça pour cette création de personnages, à moins que vos joueurs n'en aient pas besoin, mais c'est toujours pratique je trouve d'avoir ces petits outils à sortir au moment où les joueurs vont créer leur personnage. Si vous sentez que tout à coup ils n'ont pas vraiment d'idées, vous pouvez les relancer. Honnêtement à notre table c'est jamais trop un problème parce que l'imagination est débordante. Partager un cauchemar, c'est aussi une bonne idée. J'en ai vu un actual play en anglais dans lequel tous les personnages avaient participé à la création d'un jeu vidéo à un degré ou un autre, et puis finalement dans Mad City ils se retrouvaient confrontés aux personnages de ce jeu vidéo en question. Donc là on va être plutôt sur une partie qui va tourner autour d'un némésis, d'un antagoniste. Et puis une autre chose que nous conseille ce jeu de rôle et qui va être la base pour écrire votre scénario à mon avis et votre histoire, ils appellent ça réaction en chaîne. Une fois que la session 0 se sera effectuée, que chacun a créé son personnage, demandez-vous où se termine la scène de chacun. Et puis à partir de là, à quel moment vous allez pouvoir réunir les personnages pour que tout cela ait du sens. Vraiment, pour l'écriture de scénario, c'est comme ça je pense qu'il faut procéder. Partez vraiment de vos personnages, de où ils commencent, des thématiques sous-jacentes que ça entraîne, et puis à partir de là, faites-les petit à petit progresser dans ce monde de Mad City ou dans la version que vous allez vous créer, parce que comme je le disais, moi je suis vraiment parti sur une espèce de version d'horreur liminale très inspirée des backrooms, à ma sauce bien entendu, et ça a très bien fonctionné. On nous propose du coup également des façons de terminer l'aventure, que ce soit par le sommeil ou la mort, devenir fou, ou bien s'intégrer à ce monde de Mad City. Rien n'empêche également finalement que les joueurs trouvent un moyen d'en ressortir. Ça sera en fonction de votre version bien entendu de Mad City. Un petit conseil également sur la création de nouveaux cauchemars. En gros, une sorte de catégorisation un petit peu des cauchemars qui peuvent exister, de leurs sous-fifres, etc. Bon, ça je pense que ça, pourquoi pas, mais ça n'apporte pas forcément grand-chose. Ici, quelques informations sur la potentialité pour en faire du jeu sur le long terme. Pourquoi pas, honnêtement. Personnellement, c'est vrai que c'est pas ce qui me vient en premier à l'esprit avec un jeu de ce type. Mais écoutez, vous pouvez toujours essayer. Les sources d'inspiration, voilà quelques bouquins qui peuvent vous plaire, bouquins, séries, et puis retour donc à la fiche de personnages. Quelques mots rapidement sur le supplément Don't Lose Your Mind, un petit bouquin également, qui a fait le choix un petit peu étrange de s'ouvrir dans les deux sens, voilà, et de switcher au milieu. Je crois pas vraiment que ça aille de sens, puisqu'ils ont dû trouver ça, original dans les années 2000. Donc ça sera uniquement ici, malheureusement, des dons. Des potentiels dons de folie. On aurait peut-être préféré effectivement un supplément qui parle un petit peu de l'univers. Toutefois, notez qu'ils font la réclame pour des petites nouvelles qui ont l'air de se passer dans Mad City, qui s'appelle Don't Read This Book. Très honnêtement, je ne l'ai pas acquis. Vous allez donc trouver 26 dons. Ici encore lié aux lettres de l'alphabet, donc je parlais un petit peu de la problématique de la traduction, de la localisation en français pour les jeux de mots sur le lore. Ils ont dû se galérer également, peut-être à traduire tout ça. On reste pour moi dans ce qui est justement ce que j'ai peu aimé dans cette proposition, c'est-à-dire ce côté un peu trop cartoonesque dans le cauchemar. Donc des araignées qui grouillent sous votre peau. Pour chaque don, on aura donc découpé en quoi ça vous permet d'en faire quelque chose d'utile, puisque c'est quand même votre talent. Ça vous aide, en quoi ça pose problème, que vais-je devenir, donc des potentialités également de développement pour votre protagoniste, des bouches sur tout ce que vous regardez.
qu'ont-elles à dire et qui vont-elles mordre. Donc voilà, vous allez trouver une cage thoracique avec des barreaux en os, on va être dans parfois du body horror quand même assez hardcore, et d'un autre côté, voilà, ici un dinosaure qui est votre ami et qui vous suit. Donc j'ai l'impression qu'on ne sait jamais tout à fait si on est dans quelque chose d'outrancier au sens humoristique, voilà, des petits gobelins qui vous aident, ou bien si on est dans quelque chose de vraiment body horror difficile à encaisser. À vous de voir ce que vous souhaitez en faire, ça peut vous donner quelques idées. Honnêtement, je dirais qu'à moins que vous soyez vraiment très fan de la proposition de base, je pense que ce supplément ne vous sera pas forcément très utile, d'autant que personnellement je n'ai pas été transporté par ces propositions de talent. On en arrive du coup à l'avis final. C'est un jeu de rôle que j'ai beaucoup aimé masteriser, mais avec lequel j'ai eu un rapport un peu complexe. Lorsque je l'ai acheté, j'ai effectivement été un petit peu triste, un peu déçu du fait que le lore ne soit pas plus développé que ça, et qu'il n'y ait pas vraiment de quoi que ce soit qui nous donne des idées concrètes. Effectivement, sans doute parce que c'est un jeu qu'il faut beaucoup s'approprier. Donc il est resté dans ma bibliothèque durant bien des années, avant que finalement, récemment, j'ai cette envie de me plonger un petit peu plus profondément dans son système, que vraiment, je le disais, mais pour moi, c'est un des gros points forts. Un système de dés qui fonctionne très bien, la création de personnages qui elle-même est vraiment top aussi, qui fonctionne très très bien. Et puis du coup, la proposition que je trouve vraiment top et hyper intéressante. Les points du coup noirs, ce sera effectivement le lore, enfin l'absence de lore. Et puis bon, peut-être ce supplément honnêtement que je trouve assez oubliable. À qui est-ce que c'est destiné ? Évidemment, on va souvent nous dire c'est un jeu narratif comme ça. Il faut pas le faire jouer si vous êtes débutant. Effectivement, si vous êtes maître de jeu débutant, c'était peut-être mon cas quand je l'avais acquis. Peut-être raison de ce premier désamour dans cette relation d'amour-haine que j'ai eue avec ce jeu de rôle. Si vous êtes MJ débutant, honnêtement, ça sera très très compliqué. Il faut être conscient que vous allez devoir beaucoup improviser durant la partie en fonction des talents, notamment des joueurs. Pourquoi ? Parce que, je le disais, moi je l'ai fait jouer avec un talent de folie où il y a un joueur qui pouvait dessiner des choses qui devenaient vraies, un autre qui pouvait littéralement faire de la projection astrale, donc il pouvait quitter son corps. C'est compliqué d'avoir des joueurs qui ont de tels pouvoirs parce que en fait vous ne pouvez pas vraiment prévoir un scénario trop fermé, parce qu'à tout instant les choses peuvent partir dans tous les sens, parce que les joueurs vont choisir d'utiliser des talents que vous n'aviez pas prévus. Un jeu de rôle donc que je ne conseille pas à tout le monde, de par ses thématiques et également de par la difficulté peut-être à en faire quelque chose, mais finalement si vous avez des joueurs qui aiment ce type de thématique, mais qui en plus peut-être sont pas très fans de systèmes complexes. On l'a vu, la fiche de personnage, elle est hyper simple. Pour moi, c'est aussi, certes, c'est une difficulté pour le maître de jeu, mais pour les joueurs, ça peut être quelque chose de positif, parce que clairement, je pense qu'il faut pas toujours conseiller des jeux de rôle qui ont des fiches à rallonge pour des gens qui débutent, même si ça peut les rassurer d'avoir une fiche avec beaucoup d'informations, que les choses soient très normées dans ce qu'ils peuvent se permettre de faire ou non. Parfois, pour introduire des personnes qui peut-être sont plus narrativistes déjà de base, même sans forcément avoir fait beaucoup de jeux de rôle, je pense que ce type de jeu peut être intéressant. Je le disais, donc il y a un actual play qui est disponible ou qui va l'être sous peu sur la chaîne, donc très inspiré de l'univers des backrooms. Je vous encourage, si vous êtes curieux de voir ce que ce jeu peut donner en jeu et appliquer en pratique, allez y jeter un œil. Des actual play ainsi que des critiques et des avis vont continuer d'arriver sur la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch à 20h30 le dimanche, où on fait du jeu de rôle de façon participative, et puis le jeudi en principe, où généralement soit on parle d'univers qui nous plaisent, ou bien parfois il y a des petits lives également jeux vidéo. Si vous avez aimé cette petite vidéo, volontiers mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper la suite, et puis bien volontiers dites-moi en commentaire si vous avez des pistes, qu'est-ce que vous voudriez voir un petit peu plus sur la chaîne dans une vidéo de ce format, qu'est-ce qui serait pour vous plus utile, qu'est-ce que vous auriez peut-être souhaité savoir en plus, et puis moi je vous dis à très très bientôt à la lisière.